Au Gadial 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, 18 martyrs et plusieurs blessés dans une frappe sioniste ciblant un café dans la ville de Tulkarm, en Cisjordanie occupée. Et de l'autre côté de la frontière, au Liban, où les secouristes ont de nouveau été pris pour cible, 4 d'entre eux sont tombés en martyrs ce vendredi après de nouveaux raids sionistes. La riposte iranienne contre l'entité sioniste est totalement légitime. Ce sont là les mots du guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, dans un discours prononcé en hommage au chef du Hezbollah Hassan Nasrallah devant des milliers d'Iraniens survoltés. C'est officiel, la Cour de justice de l'Union européenne a statué en faveur du Front Polisario en rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission de l'Union européenne. Les accords signés entre les 27 et le Maroc annulés en vertu du droit international. Et pour finir, à moins de 48 heures du début de l'élection présidentielle en Tunisie, tout est fin prêt pour que ce scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Nous verrons cela avec notre envoyé spécial à Tunis, Tinina Makassi. Bonsoir à tous. C'est une véritable boucherie. 18 martyrs, un nombre important de blessés suite à une frappe aérienne sioniste ayant ciblé un café à Tulkarm au nord de la Cisjordanie occupée. Les victimes de l'attaque ont été par la suite transférées à l'hôpital gouvernemental de la ville. الصاروخ طبعا احنا متعودين على اصوات المسيرات، اصوات صواريخ المسيرات. La roquette, nous sommes habitués au bruit de missiles, de drones et de drones explosifs. Mais le bruit était fort. Nous n'avions pas entendu ce bruit depuis 2002, lors du deuxième soulèvement palestinien. Lors du soulèvement d'Al-Aqsa, nous n'avions pas entendu ce genre d'explosion. Les missiles ont visé un bâtiment civil. Une famille a été rayée du registre civil. Quelle était leur faute? La famille dormait dans sa maison. Il n'y a pas d'endroit sûr pour le peuple palestinien. Le peuple palestinien a le droit de se défendre. Mon frère était ingénieur électricien. Il avait un rêve, mais après le 7 octobre et en raison de la situation économique, il a commencé à travailler avec moi ici dans le café. 3 foyers bénéficient de ce café. Toujours en Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté tôt ce vendredi au moins 24 Palestiniens, dont des enfants, principalement dans le gouvernorat d'Al-Khalil et dans la ville de Beit Omar. Ces arrestations ont été accompagnées d'actes d'abus et de torture généralisées contre les détenus et leurs familles, ainsi que le sabotage et la destruction de plusieurs maisons de Palestiniens. Sans grande surprise, compte tenu de l'importance des dégâts occasionnés par les bombardements sionistes sur la bande de Gaza, l'économie du territoire, mais également de Cisjordanie occupée, a été totalement dévastée par un an de conflit, selon le Fonds monétaire international. Les données de l'institution indiquent que le PIB de la bande de Gaza a reculé de 86% sur le premier semestre de l'année par rapport à la même période en 2023, alors que l'économie de Cisjordanie occupée est en recul de 25% sur la même période. La bande de Gaza continue de subir les bombardements des forces de l'occupation sioniste pour le 364e jour consécutif. Ce vendredi, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs suite à des attaques sur les zones de Khan Younis et de Deir el-Balah.
On parle d'au minimum 3 Palestiniens tués et des dizaines de blessés. Le bilan s'élève aujourd'hui à 41 802 martyrs depuis le début de l'agression génocidaire sioniste le 7 octobre dernier. Et après un an de génocide à Raza, l'enclave palestinienne donne à voir une partie de son patrimoine archéologique au Musée d'art et d'histoire de Genève. L'exposition intitulée Patrimoine en péril s'engage à veiller sur le patrimoine palestinien aussi longtemps que possible. Les détails, Maria Chouilleur. Jarres et amphores, statuettes, lampes à huile et figurines, des objets patrimoniaux parmi tant d'autres issus du sol de la bande de Raza sont préservés ici au Musée d'art et d'histoire de Genève. La nouvelle exposition Patrimoine en péril, organisée par le Grand Musée, présente une collection d'artefacts qui s'étend de l'âge du bronze jusqu'à l'époque ottomane. Il y a 44 objets qui appartiennent à l'autorité nationale palestinienne, donc qui proviennent de Gaza. On en présente 44 dans cette exposition, alors qu'il y en a plus de 530 qui sont ici à Genève depuis l'exposition de 2007, Gaza, la croisée des civilisations. Donc tous ces objets gazaouis n'ont pas pu repartir dans leur pays d'origine. Donc l'idée, c'était aussi de montrer la diversité de cette culture, la richesse de la bande de Gaza. Et de tout, enfin voilà, donc on a des objets qui vont de l'âge du bronze, à peu près de 3000, jusqu'à l'époque ottomane, donc jusqu'au 19e siècle. L'exposition organisée à l'occasion des 70 ans de la signature à La Haye de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé se penche sur la responsabilité des musées dans la protection des biens culturels face aux destructions, pillages et conflits, et rappelle que la destruction délibérée du patrimoine est un crime de guerre. Afin de faire perdurer son âme et son identité, la bande de Raza, même après avoir été dévastée par un an de génocide toujours en cours, donne à voir en Suisse une partie de son patrimoine archéologique. Malheureusement, beaucoup d'agresseurs s'en prennent au patrimoine culturel parce que c'est évidemment effacer l'identité d'un peuple, effacer son histoire. Heureusement, il y a des musées, il y a des organismes, il y a des règles, des conventions qui protègent ces patrimoines. Dans l'attente que la Palestine redevienne libre et indépendante et puisse récupérer ce qui lui appartient, Genève s'est engagée à la suite des nouveaux accords de coopération signés en septembre avec l'État palestinien à veiller sur son patrimoine aussi longtemps que possible, afin de faire perdurer l'histoire et éviter que l'identité ancestrale des Palestiniens ne puisse s'effacer un jour. Restez avec nous, on ouvre le dossier libanais juste après ce jingle. Nouvelle nuit de bombardements sionistes intensifs sur la capitale libanaise. De nouveaux missiles ont touché le cœur de Beyrouth, faisant des martyrs et plusieurs blessés. La banlieue sud de la ville en est méconnaissable tant l'ampleur des destructions est immense. Les secouristes continuent d'être la cible des missiles de l'occupation. 4 secouristes libanais sont tombés en martyrs suite à un nouveau raid des forces sionistes sur le Liban, portant à plus de 100 le nombre de sauveteurs et de pompiers avoir été tués selon le ministère libanais de la Santé depuis le début de l'agression sioniste sur le pays. Le Hezbollah accuse ouvertement l'entité sioniste.
Dans ce contexte chaotique, le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad, a dénoncé lors d'une conférence de presse jeudi les attaques sionistes aveugles contre Beyrouth, touchant secouristes et civils. Just in the past almost 48 hours. Malheureusement, au cours des dernières 48 heures, nous avons enregistré près de 39 morts parmi le personnel soignant. Si vous regardez depuis le début des événements en octobre dernier, nous avons dépassé les 120 victimes. Nous avons vu que plus de 20 hôpitaux et centres médicaux ont été attaqués. Nous avons vu entre 120 et 130 véhicules pris pour cible. Donc malheureusement, la même stratégie que nous avons vue à Gaza, où des hôpitaux, des établissements de santé et du personnel de santé ont été ciblés, se répète ici aussi. Israël répète la même stratégie au Liban. Selon le ministre, l'accès aux soins, aussi difficile soit-il, devient encore plus difficile lorsque des établissements de santé sont pris pour cible. On écoute. As an example, yesterday we had Par exemple, hier, des ambulanciers ont été pris pour cible. Et lorsque nous avons envoyé d'autres ambulanciers pour les récupérer et les emmener dans les hôpitaux, la deuxième équipe d'ambulanciers a également été prise pour cible. Et jusqu'à présent, malgré le fait que le comité international de la Croix-Rouge et CDD, nous n'avons pas pu récupérer leur corps, l'accès aux soins, aussi difficile soit-il, devient encore plus difficile lorsque des établissements de santé sont pris pour cible, lorsque des ambulances sont prises pour cible et lorsque des gens ont peur d'aller à l'hôpital car les hôpitaux qui auraient dû être des sanctuaires sont maintenant pris pour cible par les Israéliens. Firas Abiad a par ailleurs déclaré que le système de santé au Liban est au bord du gouffre à cause de l'ampleur et du caractère aveugle et aléatoire des attaques sionistes. with the indiscriminate attacks. Avec les attaques aveugles auxquelles nous assistons avec le grand nombre de victimes, en particulier parmi les civils, et aussi avec le fait que de vastes zones sont attaquées, cela signifie que les hôpitaux de ces zones sont également presque hors service. Cela met une pression supplémentaire sur nos hôpitaux et notre système de santé. Jusqu'à présent, nous avons réussi à faire face, mais je dirais qu'à presque pleine capacité, nous sommes vraiment au bord du gouffre. Le système de santé est au bord du gouffre à cause de l'ampleur et du caractère aveugle de ces attaques. We really are on the brink. The health system is on the brink because of the magnitude and the indiscriminate nature of these attacks. Les cérémonies de funérailles s'enchaînent au Liban. Jeudi soir, c'est toute une ville du sud du pays qui s'est rassemblée pour rendre hommage à un soldat libanais assassiné par l'armée d'occupation sioniste lors d'une opération de sauvetage avec la Croix-Rouge. Les proches du sergent-chef Maher Al-Awik sont dépités. Aujourd'hui, nous avons perdu un frère cher et bien-aimé, le sergent-chef Maher Al-Awik, qu'il repose au ciel. Bourj al-Yahoudia, fièrement fait martyr du camp de Nahr al-Barid en raison de l'agression israélienne terroriste. Maher était en mission nationale avec ses collègues en coordination avec la Croix-Rouge pour évacuer les blessés lorsque l'ennemi brutal a ouvert le feu sur eux. Il est tombé en martyr. Dieu merci pour tout. Nos condoléances à Bourj al-Yahoudia et à tout le Liban. Que Dieu protège l'armée libanaise. Dormant à même le sol, les Libanais se sentent en danger partout où ils se trouvent. À Beyrouth, déjà marqué par les tensions et les conflits passés. Après les frappes de ces dernières 24 heures, nombreux sont ceux qui redoutent une nouvelle escalade. La chose la plus simple est que la vie que quelqu'un est censé vivre, il est incapable de la mener. C'est comme si vous étiez en vie, mais pas en vie. Nous sommes en vie, mais nous ne savons pas pour combien de temps. Nous sommes en vie, mais nous ne savons pas quand les roquettes vont frapper. Le mot sécurité est devenu rare, car la sécurité est devenue la chose la plus difficile à trouver au Liban maintenant. De Dahiya, nous avons fui les frappes et les destructions. Nous ne voulons pas mourir. J'ai des enfants et je suis malade. Je souffre d'une cirrhose. Mon fils est malade depuis l'explosion de Beyrouth. Personne ne se soucie de nous.
Bien sûr, on a peur, c'est quelque chose d'effrayant et on n'arrive pas à dormir et on s'inquiète. Il pourrait ici ou là frapper. C'est ce que l'on se demande maintenant. On va se promener pour oublier la douleur et l'inquiétude. C'est à cause de cette terreur qu'on vient se promener. Les explosions de la capitale se sont même fait entendre dans la ville côtière de Saïda, où les habitants étaient incapables de fermer l'œil de la nuit. Les frappes de ce soir ont été très fortes. Le bruit a atteint Saïda. Les bombardements étaient loin, mais le bruit a atteint Saïda. La peur et l'horreur, nous sommes tous assis là à suivre les nouvelles et à dire que Dieu protège le Liban, protège Saïda et protège le sud. Le bruit de la frappe à Dahiya est parvenu jusqu'ici, car il était très fort. Il est arrivé jusqu'ici. Et nous étions assis là et nous pouvions entendre les coups. Nous n'avons pas dormi toute la nuit. Et alors que des milliers de familles tentent de trouver refuge en Syrie voisine, l'armée d'occupation sioniste a mené ce vendredi un raid aérien sur la zone de Masna', à la frontière syrienne, pour couper la principale route entre les deux pays. Nous avons été surpris à 3 heures du matin qu'Israël frappe le poste frontière. Nous considérons ce poste comme vital pour la région de la Beka et pour tout le Liban. C'est le seul passage humanitaire restant qui permet aux déplacés syriens et libanais de se rendre à Damas, alors qu'ils fuient les bombardements israéliens sur les régions libanaises. Comme vous pouvez le voir, nous voulions transporter des gens vers la Syrie et ramener des gens de Syrie également. Mais comme vous pouvez le constater, la route est fermée devant nous et nous ne savons pas ce qu'ils vont faire avec le cratère, s'ils vont le réparer ou non pour que les gens puissent aller là-bas et venir ici. L'offensive massive de l'entité sioniste contre le Liban a plongé la population dans une situation désastreuse. L'ampleur des frappes et la violence ont provoqué une vague de déplacements internes sans précédent. On parle de plus d'1 million de personnes contraintes de fuir leur domicile. Mohamed Walid Ben Shaban. Les bombardements intensifs sionistes ciblant des infrastructures clés des zones résidentielles ont pris de court le Liban et ses habitants. Les déplacements massifs ont exercé une pression insoutenable sur les infrastructures d'accueil. Même les plages ont été réquisitionnées pour accueillir les déplacés internes. La situation demeure critique et les organisations humanitaires peinent à faire face à l'ampleur de la crise. Aujourd'hui, avec un nombre de plus en plus important de déplacés, la plupart des quelques 900 abris collectifs mis en place par le gouvernement libanais n'ont plus la capacité d'accueillir tous les déplacés. Dans les rues de Beyrouth et même dans les lieux les plus célèbres comme la Corniche, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants bloqués dorment en plein air. La situation est d'autant plus complexe que les routes menant aux zones de conflit sont souvent inaccessibles en raison des offensives sionistes. Constat, plus d'1 million de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Comme on pouvait s'y attendre, l'intensification des frappes aériennes israéliennes et les ordres d'évacuation des habitants du sud du Liban obligent de plus en plus de familles à quitter leur domicile à la recherche désespérée d'un endroit sûr. Aujourd'hui, les zones ciblées étant étendues, les zones que les gens considéraient comme sûres auparavant ne le sont plus. De nombreuses personnes doivent fuir et se déplacer à maintes reprises. À ce jour, la plupart des déplacements au Liban se font à l'intérieur du pays. Le gouvernement estime que jusqu'à 1 million de personnes ont fui vers des endroits à travers le Liban et plus de 185 000 personnes ont fait le choix de traverser la frontière vers la Syrie. Les perspectives de paix semblent lointaines. Des milliers de personnes continuent de fuir chaque jour. La situation se détériore rapidement. Je voulais également parler des déplacements internes et des centaines de milliers de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer au cours des 2 dernières semaines en particulier. Vous avez tous vu les images à la télévision. Les routes sont encombrées par la circulation. Les gens dorment dans les parcs publics, dans les rues, sur la plage, comme l'a indiqué le HCR, le long de la corniche de Beyrouth également.
La communauté internationale, bien que consciente de la gravité de la situation, tarde à apporter une aide conséquente. Certains pays ont promis une assistance financière et humanitaire, mais ces promesses tardent à se concrétiser sur le terrain. Les Libanais, quant à eux, se sont abandonnés et livrés à eux-mêmes dans un contexte de violence et d'incertitude totale. Après plusieurs jours d'attente, les premières aides médicales arrivent enfin à Beyrouth. Un avion affrété par l'Organisation mondiale de la santé transportant 30 tonnes de matériel chirurgical s'est posé ce vendredi sur le tarmac de l'aéroport international de la capitale. D'autres avions sont également attendus dans les jours à venir. Nous recevons le premier envoi d'une longue série. Cette expédition a été organisée par l'OMS et le HCR. Il contient 40 tonnes de fournitures médicales, principalement des kits de traumatologie qui seront indispensables pour soutenir les hôpitaux qui reçoivent les victimes des attaques israéliennes sur le Liban. Il s'agit d'une cargaison importante contenant 40 tonnes d'aide médicale spécialisée pour les blessures de guerre. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a rencontré ce vendredi à Beyrouth le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi. Ce dernier a exprimé, selon l'agence de presse libanaise, le souci de l'Iran de soutenir le Liban face à l'agression sioniste, ajoutant l'intention de Téhéran de lancer une campagne diplomatique pour soutenir le Liban en appelant notamment à une réunion de l'organisation de la conférence islamique. On reste dans le même contexte. Le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré à Téhéran que la riposte iranienne contre l'entité sioniste était totalement légitime, ajoutant que la résistance dans la région ne reculera pas. On l'écoute. La brillante opération menée par nos forces armées au cours des 2 et 3 nuits précédentes était tout à fait légale et légitime. Dans un prêche fait devant des milliers de personnes, le guide suprême d'Iran a également souligné que face à la résistance, l'entité sioniste ne survivra pas. Safwan Ben Sabri. L'entité sioniste ne survivra pas sans le soutien des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré le guide suprême iranien. Cette entité maligne sans racines, fausse et instable, a réussi à se maintenir debout avec difficulté grâce au soutien des États-Unis. Et elle ne servira pas, si Dieu le veut. Dans l'une de ses rares prises de parole, le guide iranien a tenu à marquer le coup dans une allocution de 25 minutes à l'occasion de la prière du vendredi. Khamenei aborde plusieurs points primordiaux. Son discours survient quelques jours après la riposte iranienne contre l'entité sioniste. Le guide iranien a par ailleurs choisi de s'exprimer en arabe au lieu de l'usage habituel du persan, une manière sans doute de mieux faire porter sa voix dans un monde arabe en proie à des tensions extraordinaires. Fusil à ses côtés, l'heure n'est pas à la paix. Khamenei déclare que les alliés de l'Iran ne reculeront devant rien, alors que l'entité sioniste a déplacé la majeure partie de ses forces sur le front nord pour faire face au Hezbollah. Selon plusieurs sources, près de 73 tonnes d'explosifs ont été larguées sur le QG des services de renseignement du Hezbollah, visant Hachem Safieddine, potentiel successeur de Hassan Nasrallah. Alors que l'Iran déclare qu'il visera les installations énergétiques israéliennes s'il est attaqué, selon un haut responsable iranien. Plus tôt ce matin, un grand nombre d'Iraniens assistaient à une cérémonie de deuil en hommage au secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, assassiné il y a quelques jours par une frappe sioniste dans la banlieue sud de Beyrouth.
Les prix internationaux de pétrole ont bondi de plus de 5% jeudi en raison des inquiétudes du marché concernant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole brut. Principale raison, le contexte de tensions actives en Proche et Moyen-Orient, l'entité sioniste ayant menacé de cibler les installations de production pétrolières iraniennes. L'actualité africaine, c'est tout de suite. On en parlait tout à l'heure en titre, c'est une décision historique. La Cour de justice de l'Union européenne a statué ce vendredi en faveur du Front Polisario en rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission de l'Union européenne, synonyme d'annulation des accords signés entre le Maroc et les 27 et étendus illégalement au Sahara occidental occupé. Asma Laïd. Après une longue bataille juridique, le peuple sahraoui a eu gain de cause. La Cour de justice de l'Union européenne a statué ce vendredi 4 octobre en faveur du Front Polisario, rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission de l'Union européenne et en approuvant l'annulation des 2 accords de pêche et d'agriculture signés entre le Maroc et l'Union européenne étendus au Sahara occidental occupé. Un verdict qui constitue une grande victoire pour la cause sahraoui dans son combat juridique pour mettre un terme au pillage des ressources du peuple sahraoui. Violant le droit international, les accords commerciaux Union européenne-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti ont été conclus au mépris des principes de l'autodétermination. La Cour, Grande Chambre, déclare et arrête 1. Les pourvois sont rejetés. 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de maintien des effets de la décision 2019-441 du Conseil. 3. La Commission et le Conseil supportent leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Front populaire pour la libération de la Sarguilla, El Hamra et du Rio de Oro, Front Polisario, dans le cadre des présents pourvois. Le Front Polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies en vue de la détermination du futur statut du Sahara occidental. Le processus parrainé par les Nations Unies a pour but de déterminer l'avenir du Sahara occidental et dans le but d'imposer les décisions objet du litige et leur impact sur le droit de ce peuple à l'autodétermination. Le Front Polisario remplit les conditions qui lui permettent de faire des recours face aux décisions devant la Cour de justice européenne en faveur de ce peuple, sur la base des 6 décisions de justice et sur la base du principe d'autodétermination des conventions internationales. La justice statue que la concrétisation de l'accord international entre l'Union européenne et le Maroc sur le territoire du Sahara occidental tel que mentionné dans les accords en question est une violation aux droits du peuple du Sahara occidental. En septembre 2021, le tribunal de l'Union européenne avait statué en faveur du Front Polisario qui soutenait que l'accord de pêche avec le Maroc avait été conclu sans le consentement du peuple du Sahara occidental. Dans une déclaration à la presse, le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir a salué la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la qualifiant de grande victoire. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne constitue une grande victoire pour la cause sahraoui dans sa bataille juridique pour mettre un terme au pillage des ressources du peuple sahraoui. Conseil de l'Union européenne. Encore une fois, la Cour de justice européenne interdit aux pays de l'Union européenne de conclure avec le Maroc des accords dits commerciaux, dont ceux sur la pêche et l'agriculture, mais qui pillent les richesses naturelles du Sahara occidental. La balle est maintenant dans le camp des pays de l'Union européenne. Vont-ils à présent respecter la décision de justice ou piétineront-ils la légalité? Seuls les jours nous le dira. Cette décision de la CJUE, on en parle plus amplement avec notre invité du 19h. On reparlera du dossier des élections présidentielles tunisiennes dans quelques instants. Pour l'instant, on revient vers Maître Gilles Devers. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Maître, le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne a été, en faveur du Front Polisario, a été qualifié d'historique par plusieurs experts et plusieurs observateurs. En tant qu'avocat qui est spécialisé dans ce dossier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous savez, cette décision qui a été rendue aujourd'hui, elle est d'autant plus forte qu'elle est le résultat d'un processus un petit peu comme un maçon qui construit un mur. Le jour où il a fait la fêtière, il est content parce que depuis les fondations jusque tout ce qu'il a pu faire. Et nous, on voit une série de décisions de justice qui vont toutes dans le même sens, qui confortent le Front Polisario. En 2021, vous l'avez rappelé, on avait obtenu l'annulation de ces accords et ils ont voulu faire un pourvoi, ils se fracassent devant la Cour. Donc maintenant, il n'y a plus d'échappatoire, il va falloir exécuter la décision de justice. Et vous vous doutez bien qu'après avoir bataillé 10 ans pour obtenir cette décision, on va être intransigeant sur l'application. Donc on a maintenant deux pièces fortes, c'est que le Front Polisario est reconnu comme un sujet de droit international représentant du peuple qui peut plaider devant toutes les juridictions de l'Union européenne, alors qu'on n'obtenait jamais la recevabilité, donc c'est une victoire considérable. Et la deuxième chose est que pour les entreprises européennes, il n'y a aucune possibilité d'obtenir des consignes, des autorisations, un bail ou du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. S'ils veulent maintenir leur activité, ils doivent passer par nous. Justement, qu'est-ce que cette décision pourrait apporter au processus de décolonisation du Sahara occidental? Les effets vont être radicaux parce que on va dès la semaine prochaine contacter les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, les plus grandes firmes qu'il y a là-bas, les pêcheurs espagnols, et on va leur dire c'est simple, soit vous voulez rester sur le territoire du Sahara occidental, ce que l'on souhaite parce qu'on est pour le développement du territoire, mais à ce moment-là c'est nous qui donnons les autorisations, c'est nous qui vous expliquons comment il faut procéder, et l'argent qui est reçu, il vient dans les caisses du Front Polisario. S'il y a besoin, on le mettra sur un compte d'attente de l'ONU entre-temps. Et puis, si vous ne souhaitez pas cela, on va vous attaquer au civil, au pénal, et on va le faire de manière assez spectaculaire. Alors, vous comprenez bien que les compagnies d'assurance, elles sont en train d'assurer de l'exercice illégal, d'assurer des crimes de guerre, et ça va bouger, ça va être très strict comme réaction. Très bien. Alors, sur le plan économique, on sait que l'occupation marocaine procède déjà depuis des années à un pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. Je parle là du phosphate et des réserves halieutiques. Le verdict de la Cour de justice européenne aura des conséquences certaines. Maître, quelles sont ces conséquences à votre avis? C'est déjà qu'il y a eu des premières conséquences sur la pêche, vu que les grands pêcheurs espagnols, ils attendaient, la pêche avait été suspendue. Donc, ceux qui sont toujours sur la théorie de dire le droit international, c'est du blabla, ça ne marche pas, ici, ils ont déjà un premier résultat ce soir, les accords sont annulés. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, oui, il faudrait faire ceci, les accords sont annulés. Donc, tu es une entreprise française, tu peux pas te revendiquer de cet accord. Donc, tu dégages. Ou tu passes l'accord avec moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ferme. Et ensuite, le seule activité dont le Front Polisario ne veut pas entendre parler, c'est l'agriculture exportatrice, vu qu'elle n'apporte strictement rien, elle puise les eaux souterraines et elle ruine les jeunes agriculteurs espagnols et italiens qui peuvent pas concurrencer ni pour les melons ni pour les tomates. Donc eux, c'est fini. Voilà, donc ça va être très clair et non seulement c'est fini, mais ils vont indemniser. Parce que le dommage écologique qui est d'avoir brisé depuis des années les ressources naturelles en eau, ça aussi, ça va se terminer. Maintenant, c'est très simple, on va aller devant un tribunal espagnol, le Front Polisario, il est recevable, le dommage, il est là, et donc eux vont avoir à payer très cher. Voilà. Donc le Front Polisario, c'est pas un plaideur. Oui. Il est venu en justice parce qu'il est légaliste. Donc, dans un premier temps, c'est la main tendue à tous ces gens en leur disant, si vous voulez avoir d'activité sur le territoire, c'est nous les seuls compétents. Voilà. Vous pouvez nous contacter par le biais des courriers d'avocats. C'est confidentiel, on va négocier. On est pour que les choses se passent bien. Même chose avec la commission. Oui. Mais la commission, c'est hors de question qu'elle continue de verser de l'argent sur des caisses
au prétexte d'aider la pêche, sur des caisses marocaines qui permettent au roi d'organiser la colonisation et de maintenir les prisonniers politiques. Tout ça, c'est fini. Oui, oui. Par rapport à l'Espagne, dernièrement, la France et juste après l'Espagne se sont alignés sur le fait accompli et colonial en reconnaissant le prétendu plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental. Comment est-ce que ce verdict de la Cour de justice va-t-il, selon vous, impacter Paris et Madrid? Je pense que Paris et Madrid ont d'excellents services juridiques. Ils ont participé aux mêmes audiences que nous. Et donc, il y a 2 mois, enfin même déjà un peu auparavant, ils se doutaient très bien dans quel sens les choses allaient. Surtout que l'avocat général avait pris position également pour nous. Donc, en fait, c'est un jeu c'est une simagrée qui consiste à dire avec le Maroc, ah ben, moi je reconnais, ça veut rien dire en plus, hein, je reconnais le territoire, hein, c'est force juridique 0, mais je reconnais le territoire, mais je vais sans doute financer la ligne électrique et j'ai ceci, pourquoi? Parce que je veux continuer à faire mes affaires avec le Maroc, donc je fais semblant de dire oui, pour dire ensuite, moi t'as vu, je t'ai soutenu jusqu'au bout, tellement je suis une gentille Espagne, tellement je suis une gentille France, mais c'est le méchant juge et le juge, je suis obligé d'obéir. C'est d'un traquenard. Donc le peuple marocain aussi doit ouvrir les yeux là-dessus. C'est un peu l'ironie du sort, maître Gilles Devers, quand on voit que les pressions qui ont été exercées par le Merzen concernant le soi-disant plan d'autonomie du Sahara occidental sur l'Union européenne n'ont finalement pas porté leurs fruits. Je parle là des scandales de corruption qui ont impliqué des députés de l'Union européenne et des lobbyistes du Merzen. Est-ce que vous pensez que ce verdict constitue une gifle pour les lobbies qui soutiennent le Merzen? Écoutez, madame, c'est un désaveu terrible, à commencer par, il faut le mettre dans l'ordre hiérarchique. Évidemment, il y a le Merzen avec ses méthodes, mais enfin, on est en Europe, le Conseil européen, c'est 27 chefs d'État. 27 chefs d'État, ils se mettent ce soir à genoux devant le Front Polisario en disant, on avait tout faux, on vous a volé. Ensuite, on prend la Commission européenne, l'administration surpuissante qui sait tout faire mieux que tout le monde. Ce soir, elle est à genoux devant le Front Polisario en disant « on vous a volé ». Eh bien, on a été pris la main dans le sac. Il faut voir les responsabilités qui sont en cause. Et vous savez, on fait tout pour le développement du territoire. On fait tout pour que les relations se recréent et que ça soit une zone de paix, de développement. Mais lors des discussions, eh bien, ils vont être au carré et ils vont écouter ce qu'ils vont dire parce que c'est nous qui avons raison, c'est eux qui ont tort. Et celui qui a fait ces opérations-là, c'est M. Moscovici, qui est actuellement le président de la Cour des comptes en France. C'est lui qui a magouillé ces accords de 2019. Il faut dire les choses comme elles sont. Très bien, merci beaucoup Maître Gilles Devers d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit international. Dans 2 jours, plus de 9 millions de Tunisiens inscrits sur les listes électorales devront se présenter aux urnes pour élire leur président. Ils auront à choisir entre 3 candidats dont les dossiers ont été acceptés, à savoir le président sortant Kais Saïed, Ayashi Zemel, fondateur du mouvement Azimoun, et Zoheir Marzaoui, secrétaire général du mouvement du peuple. Sur place, notre envoyé spécial Tina Makassi. C'est dans un contexte géopolitique mondial particulièrement tendu, marqué par des conflits de haute intensité et des guerres hégémoniques contre les puissances, que la Tunisie s'apprête à organiser le 6 octobre prochain l'élection présidentielle. Si la course pour être le nouveau locataire de Carthage est en elle-même un événement politique majeur pour les quelques 9 millions d'électeurs que compte le pays, en particulier en raison de la situation économique du pays. Je pense qu'il y a eu de grandes améliorations dans les réalisations de l'ancien président. J'espère qu'il réussira lors de ces élections. D'autant plus qu'il ne fait partie d'aucun parti politique. Le contexte géopolitique mondial n'échappe pas au regard des Tunisiens, qui voient dans ces grands bouleversements que connaît le monde actuellement le point de départ d'une nouvelle vision des relations internationales.
Le président Kais Saïed a pris position en ce qui concerne le Fonds monétaire international et celle-ci est ferme et irréversible. Le climat politique international a profondément changé. Un nouveau système mondial a vu le jour en raison du conflit en Ukraine et de l'émergence de 3 grandes puissances mondiales, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Nous nous sommes orientés vers la Chine et nous comptons nous rapprocher de la Russie à l'avenir. En ce qui concerne l'Union européenne, elle est toujours la bienvenue si elle veut apporter son aide à la Tunisie. Mais si c'est pour lui imposer des sanctions, alors on n'en veut pas dans ce cas. Et c'est cette question, justement, qui intéresse les Tunisiens, en particulier les pressions imposées par les institutions de Bretton Woods sur la vie économique du pays. Après le 25 juillet, certains pays sont restés réticents quant à ce parcours. Mais nous aspirons à ce que la Tunisie connaisse une ouverture au niveau du leadership politique et que le nouveau président ouvre de nouveaux horizons, qu'il récupère les entreprises avec lesquelles la Tunisie opérait. La Tunisie refuse toute ingérence étrangère au niveau économique ou dans n'importe quel autre secteur. Cela dit, en dépit des défis auxquels le pays fait face, les Tunisiens restent résolument tournés vers l'avenir. Dans le reste de l'actualité africaine, au moins une trentaine de corps ont été repêchés à la suite du naufrage d'un bateau surchargé transportant hommes et marchandises sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations de sauvetage se poursuivent toujours et le bilan des victimes pourrait être revu à la hausse dès les prochaines heures. Le bateau commençait à se pencher et subitement, on s'est tous retrouvés dans l'eau. J'étais avec toute ma famille, mais je ne sais pas où ils sont jusqu'à présent. Ma femme avait notre bébé de 2 mois. J'étais aussi avec ma belle-mère, mon petit frère et mon beau-frère. Mais maintenant, j'ai comme l'impression que je suis le seul survivant. Nous avons la chance d'avoir sauvé plusieurs personnes parce qu'il y avait des pirogues vides ici, au port, et d'autres déchargeaient la braise. Quand le drame s'est produit, on a tout arrêté et on est intervenu pour sauver ceux qui respiraient encore. Jusqu'à présent, on repêche des corps et d'autres sont encore dans l'eau et on ne sait pas comment sera la suite. Peut-être que c'est demain et après-demain qu'on aura le nombre exact des passagers, mais vraiment nous connaissons ce bateau et je pense qu'il y aura énormément de morts. La République démocratique du Congo, fief du Mpox, la campagne de vaccination contre la variole du singe va justement officiellement être lancée à partir de samedi 5 octobre. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, lors d'un point de presse à Kinshasa. Nous lançons à partir de demain, le 5 octobre, la campagne de vaccination. Bien sûr, nous allons lancer en tenant compte des doses dont nous disposons et en tenant compte de la stratégie que nous avons prise, c'est-à-dire de toucher d'abord les zones les plus impactées par les virus. Ce qui fait que de Goma, demain, quand on lance, on amène immédiatement les doses dans le Sud Kivu parce que le Sud Kivu est la province la plus touchée. Et donc, on va essayer de vacciner d'abord effectivement les adultes parce que le vaccin que nous avons reçu est déjà homologué pour les adultes. Et bien sûr, il y a des recherches qui nous font penser qu'on peut l'utiliser aussi chez les enfants de moins de 17 ans. Mais pour l'instant, étant donné le nombre de doses que nous avons, nous allons commencer par les adultes. Dans l'actualité internationale, le Kremlin a accusé ce vendredi les autorités ukrainiennes de jouer avec le feu, un jour après que les forces russes ont annoncé avoir intercepté un drone ukrainien près de la centrale nucléaire de Koursk. Kiev continue de jouer avec le feu. Dans nos contacts avec l'AIEA, nous attirons naturellement l'attention de ses représentants sur ce point. Pour l'instant, les contacts avec Grossi ne font pas partie des plans de Poutine. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a appelé l'Occident à lever les sanctions visant l'Afghanistan dirigé par les talibans et à prendre la responsabilité de la reconstruction de ce pays ravagé par des décennies de guerre. Nous appelons avec insistance les pays occidentaux à reconnaître leurs responsabilités pour la reconstruction post-conflit de l'Afghanistan, à lever des sanctions et à rendre à Kaboul ses actifs. Nous tenons à souligner une fois de plus qu'il est inacceptable de transférer des infrastructures militaires de pays tiers vers l'Afghanistan ou d'établir des nouvelles installations militaires dans les pays voisins sous quelque prétexte que ce soit.
Intempéries, au moins 14 personnes sont mortes ce vendredi en Bosnie après des inondations causées par des pluies diluviennes et des glissements de terrain. Un bilan qui pourrait s'alourdir à mesure que les secours atteignent les villages touchés. On passe à autre chose. Les présidentielles aux États-Unis se préparent. Dans le Wisconsin, la républicaine Liz Cheney a fait campagne aux côtés de Kamala Harris, candidate démocrate à la Maison-Blanche. L'ancienne élue républicaine s'oppose donc à Donald Trump. I tell you, I have never voted for a Democrat. Je vous le dis, je n'ai jamais voté pour un démocrate, mais cette année, je suis fière de voter pour la vice-présidente Kamala Harris. Dans ce pays, en vertu de notre Constitution, notre président a l'obligation particulière et solennelle d'assurer et de garantir la transmission pacifique du pouvoir. Depuis le début de la République, tous les présidents de notre histoire ont rempli ce devoir, tous les présidents jusqu'à Donald Trump. Until Donald Trump. Nous aimons notre pays et c'est vraiment le facteur qui nous lie tous et qui nous fait prendre le temps d'être ensemble, de renouveler et de rappeler à chacun ce qui est en jeu. Mais c'est par amour que nous menons ce combat et je tiens à vous remercier, Liz Cheney, de nous avoir rappelé que, indépendamment de l'affiliation à un parti, c'est un facteur qui nous lie tous. Liz Cheney est vraiment une dirigeante qui place le pays au-dessus du parti et au-dessus d'elle-même. Une vraie patriote et c'est un grand honneur pour moi d'avoir votre soutien. And it is my profound honor to have your support. Les pays de l'Union européenne donnent leur feu vert définitif à l'imposition de droits de douane supplémentaires élevés sur les voitures électriques fabriquées en Chine, malgré la forte opposition de l'Allemagne et la crainte de déclencher une guerre commerciale avec Pékin. Aujourd'hui, la proposition de la Commission européenne d'imposer des droits compensateurs définitifs sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine a obtenu le soutien nécessaire des États membres de l'Union européenne pour l'adoption de droits de douane. Il s'agit d'une nouvelle étape vers la conclusion de l'enquête anti-subvention de la Commission. Parallèlement, l'Union européenne et la Chine continuent de travailler d'arrache-pied, recherchant une solution alternative qui devrait être pleinement compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, permettre de remédier aux subventions préjudiciables établies par l'enquête de la Commission, être contrôlable et applicable. Selon le président hongrois Viktor Orban, les tarifs douaniers imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois font partie de la guerre froide économique. Soyons clairs, ce que nous faisons actuellement, ce qu'il nous oblige à faire, ce que fait l'Union européenne, c'est une guerre froide économique. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui même, l'Union européenne va décider d'imposer des droits de douane punitifs à l'économie chinoise. Nous nous y opposons. Si j'avais bien lu les informations, même les Allemands y seraient opposés, ainsi que plusieurs autres pays. Mais je pense que la majorité envisage toujours d'imposer des droits de douane. C'est la prochaine étape de la guerre froide économique. C'est la pire chose qui puisse arriver à l'Europe, mais cela devrait être leur problème. Mais cela nous concerne aussi, nous les Hongrois. Le nouveau Premier ministre japonais, le mardi dernier, Shigeru Ishiba, a dévoilé les priorités de son gouvernement dans une déclaration de politique générale aux allures de discours électoral avant un scrutin législatif anticipé avec lequel il espère consolider son mandat. Mon objectif n'est pas seulement de parvenir à une croissance économique pour l'ensemble de la nation, mais aussi de créer une économie qui donne la priorité à l'augmentation du PIB par habitant et l'amélioration de la satisfaction et du bonheur. À cette fin, nous développerons et nous partagerons des indicateurs complets de bonheur et de satisfaction dans les secteurs publics et privés, afin de construire une société dans laquelle chaque personne est riche et heureuse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al24 News. À demain.